Bonjour à tous, bonjour de partout où vous me suivez. Moi, je m'appelle Freddy Bopé. Bon, j'aimerais parler de quelque chose ce matin, de quelque chose qui nous touche tous en général, les élections de la République, les élections qui viennent se dérouler et la gestion du pays et puis la politique en général. Bon, pour commencer, je ne vais pas parler du processus électoral. Je veux mieux parler de la politique en général et de ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait les résultats qu'on a aujourd'hui des élections de 2023 qui a fait passer Tshisekedi avec un écart considérable de 73,40,34 par rapport aux autres. Bon, dès le point de départ, je n'aimerais pas parler de quelque chose qui est euh, qui est particulière ou tirer quelque chose dans l'histoire pour parler. Moi, je vais parler de la globalité de la question. Je vais parler de la question en général, de la question de là où elle a commencé, ou peut-être que prendre un moment où qui pourrait mener tout le monde à la compréhension. Bon, le moment que j'aimerais moi prendre, tirer dans l'histoire ou commencer mon exposé, c'est le moment où Tshisekedi a été élu président de la République. Bon, il y a eu des contestations, notamment avec Martin Fayoulou, parce que c'est lui qui était le poursuivant direct de Tshisekedi et qui pour lui pensait que c'était lui qui était le président de la République et non Tshisekedi. Et puis par rapport au résultat qui a été publié par la Cinco, qui publiait Tshisekedi qui publiait Martin Fayoulou comme président de la République avec 62%. Et ça a créé déjà des dégâts, déjà de divergences, déjà des tollés politiques. Et par la suite, face à cela, Fayoulou a pu s'acharner. Il était en colère, il a dit tout ce qu'il pouvait dire sur l'endroit de Tshisekedi. Vous retenez bien les mots qu'il utilisait en disant que c'est un marionnette, c'est quelqu'un qu'on a utilisé, c'est quelqu'un qu'on a placé à la tête du pays, c'est quelqu'un qui a été euh, euh, qui est au service des autres et il est là pour faire ce que les autres lui diront de faire. Bon, ce sont ses avis. Bon, on n'en a pas à les condamner. Donc, il a pensé ça, peut-être que c'est pour être vrai. Bon, c'est ça le problème. Mais par après, il y a eu un défi où il y a eu Tshisekedi qui était face à une coalition qui a été créée après les élections. C'était FCC Cash. Et Fayoulou traitait Kabila d'un président de la République qui a mal géré les pays, qui a géré les pays d'une manière catastrophique, qui n'était pas quelqu'un à qui on pouvait s'allier, qui n'était pas quelqu'un à qui on pouvait tirer des conseils, qui n'était pas quelqu'un à qui on pourrait se référer. C'est ça Fayoulou. Quand on évoque euh, Kabila, on évoque Matata Pogno, on évoque Mozito. Bon, pour lui, c'était des gens qui pouvaient écarter, pas des références, pas des patati patata. Et avec Katumbi aussi, c'était la même chose. Katumbi, lui, voulait que Tshisekedi puisse se séparer des Fayoulou pour qu'enfin il puisse se faire route ensemble. C'était la proposition de Katumbi vers Tshisekedi. Pour lui, il ne pouvait pas accepter que euh, Tshisekedi soit en coalition ou en dialogue avec Kabila. C'était comme s'il recevait les injonctions et c'était pour eux, ils appelaient ça la continuité du régime passé, mais sous d'autres formes. C'était logique. À l'époque, c'était logique. C'était leur manière de voir les choses, c'était leur compréhension, c'était logique. Mais dès lors qu'il est arrivé à un moment où
Fayulu Tshisekedi a dit une chose qui devenait de plus en plus, qui empêchait tout le monde d'avancer. Où il disait que qu'on me mettait des coques en jambes, que je ne pouvais pas faire ceci, que je ne pouvais pas faire cela. Il y a eu des grandes divergences, des grandes rivalités entre FCC Cash. Et il a décidé de rompre cela. Il a décidé de rompre le FCC Cash. Et c'est arrivé. Il a rompu cette histoire de FCC Cash. Et cette histoire des placebo et patati patata s'est révélé que ça ne pouvait plus continuer parce que l'histoire a été clos. À ce moment-là, tous on a compris que cette histoire, c'était fini. Mais l'erreur politique venant de Fayulu, que moi j'ai constaté, c'est que il a eu l'audace de faire cette liaison avec Kabila en n'importe quelle forme. Tout le monde peut dire que c'était juste un bloc pour lutter ensemble en n'importe quelle manière. Dès lors qu'il pouvait penser que Kabila n'était pas personne à qui faire confiance ou à qui se référer, il ne pouvait pas faire coalition avec lui. Ils ne pouvaient pas marcher ensemble, militer ensemble pour n'importe quel but. Mais il l'a fait. Il a fait. Les gens ne sont pas, la population n'est pas bête. Elle voit, elle analyse des choses et elle comprend. Elle comprend que hier, vous avez condamné cette personne, mais aujourd'hui, vous faites route ensemble. Et après, par après, on a vu lui ensemble avec Matata Pogno, alors qu'on savait tous les propos qui étaient nés Fayulu, Martin Fayulu, vers Matata Pogno. Tous on le savait, tous on les voyait. Et ensuite, il y a eu cette histoire chez Lamouka, où moi ça m'a impressionné, moi ça m'a dépassé. J'ai pas cru que Fayulu puisse lui-même se déclarer que je serai candidat pour le compte de Lamouka, sans poser la question à Mosito. Alors qu'on se souvient bien qu'à Genève, il y avait un vote qui a fait que Moïse, qui a fait que Fayulu soit élu pour être candidat commun de l'opposition. Et c'était inscrit dans leur convention. Mais dès lors que c'était inscrit comme ça, et dès lors qu'il y a eu cette fois-ci aucune discussion entre eux pour décider de qui sera candidat à la prochaine élection, et que c'est Fayulu qui décide, lui seul, que je serai candidat. Et cela a mis Mosito en colère. Et c'est fini, l'histoire de FCC, de Lamouka. Mais l'erreur de la population, c'est quoi? L'erreur des politiciens, c'est quoi? Ils pensent que la population, elle est bête. Quand viendra, on les dira 2 mots, 3 mots, ils vont comprendre et tout est fini. Non. Ils suivent au moins les parcours de l'histoire. Ils voient aussi d'où est-ce que nous venons et d'où est-ce que nous partons pour arriver jusqu'à la fin. Ils voient. Ils voient. Ils regardent les mots que vous tenez. Et ils comprennent. Et quand vous les changez après, ils comprennent que c'est pas sérieux. Un homme sérieux, un homme concret tient ses paroles. Ne change pas à tout moment les paroles. Ce sont des personnes malhonnêtes qui changent des mots, qui changent des paroles, qui changent ce qu'ils disent, qui parlent l'inverse de ce qu'ils avaient dit avant et qui fait transformer les choses sous une autre manière.
Ça, c'est du côté Fayoulou. Et les gens ont vu. Tout cela, les gens ont vu. Et à l'époque, on voyait que Fayoulou avait cet ancrage politique. On les voyait. Mais on a tous vécu au fil du temps comment est-ce que cela baissé jusqu'à ce qu'il atteindre ces niveaux qu'il a aujourd'hui. Après, les gens pourraient dire tout ce qu'ils veulent. Moi, je donne mon point de vue, je donne ma réflexion, je donne ma compréhension. Et maintenant, on regarde de l'autre côté pour parler de Moïse Katumbi, qui lui aussi avait dit la même chose. Que si Katumbi, si comme Tshisekedi arrivait à se séparer de Moïse de Kabila, alors on pourra faire route ensemble. Lui, au moins, il a respecté la parole. Dès lors que Kabila, Tshisekedi s'est séparé de Kabila, il a suivi l'action. Il est parti vers lui. Ils ont fait cette coalition. Ils ont dialogué ensemble. Mais je ne sais pas, à un certain moment, qu'est-ce qui a piqué Moïse pour qu'il puisse quitter? Bon, je ne sais pas. Ce sont ses raisons. Bon, moi, je pense qu'il parlait des rames, il parlait d'autres choses. Mais moi, je pense que c'est des conflits personnels entre eux deux et qui a fait que aujourd'hui, il a fait que ça puisse capoter comme ça. Les gens, bon, il y a des rumeurs qui parlent sur les conflits miniers, des conflits de carrés minières qui s'étaient sur la province de Katanga. Bon, sur cette histoire, nous, on n'a pas à mettre le nez dedans parce que ce n'est qu'un rumeur, et un rumeur reste un rumeur jusqu'à ce qu'à preuve du contraire, on ait des preuves, et pour ça, on saura comment, et on saura qui a fait quoi et comment, pourquoi. Mais moi, je veux parler des choses qui sont des faits concrets, des faits que nous tous, nous savons. Il décide, il fait coalition, après, il se sépare. Mais ce qui étonne des gens, il est parti à Lumbashi pour faire cette forme de réconciliation katangaise. C'est ça vraiment qu'il s'est tiré la balle dans son pied. C'est ce que les gens oublient. Dans cette histoire, moi, j'ai lu les résolutions où on parlait des privilèges qu'on devait donner les Katangais à l'espace katangais. Nous, on a lu les résolutions. On a vu ce qui était à l'intérieur. C'était étonnant. Comment est-ce possible qu'un Congolais puisse avoir des résolutions comme ça et publier cela en donnant des privilèges à des gens qui vivent dans un coin du pays? Ça n'est pas normal. Ça n'est pas réel. Oui, ce sont les erreurs politiques qu'on ne peut pas admettre. Moi qui suis au Kasaï, l'autre qui est à Bandundu, l'autre qui est à l'Équateur, quand vous dites que sous l'espace katangais, on va privilégier que les Katangais en ce qui concerne l'exploitation des mines, le travail dans les mines, le travail au Katanga, c'était dans les résolutions. C'est pas moi qui le dis. C'était dans les résolutions. Quand vous dites qu'on va récupérer le leadership des Katangais qui a été perdu, vous parlez de leadership katangais. Ça n'est pas normal. Ça ne passe pas dans les oreilles des gens. Cela ne passe pas. Les gens ont retenu, ils ont gardé. Le problème avec vous, vous pensez que les Congolais sont amnésiques. Ils ne sont pas amnésiques. Ils savent tout et ils voient tout. Ils voient tout. Tout ce qui se passe. Ils ne sont pas amnésiques. Ils ont vu ce que Katumbi a fait au Katanga. En reliant les Katangais. Réconciliation katangaise. Et ils demandent à ce que les pays adoptent un système d'État fédéral pour donner plus de pouvoir à des provinces. Et dès lors qu'on donne plus de pouvoir à des provinces, c'est qu'une province peut décider encore plus d'une manière plus élevée sur ce qu'ils décidaient avant. Alors ils pourront passer à
à l'exergue tout ce qu'ils ont dit dans les résolutions. Parce qu'il y en avait beaucoup. Si je n'avais pas, mais si je les lisais, si j'avais les textes et que je les lisais, vous allez comprendre qu'au-delà de ce que même j'avais, le point que je viens de soulever, il y en a encore plus qui vont vous faire peur. Tous ont suivi ça. La population n'est pas bête. Même si vous dites que la population n'est pas bête. Mais je vais vous dire une chose. Qu'il y a des leaders d'opinion qui sont dans chaque province, dans chaque territoire, dans chaque pays, qui entendent la politique pour les autres, qui comprennent des choses, qui au moins sont intellectuels, qui ne sont pas illettrés, mais lettrés, qui suivent des choses et qui expliquent à l'opinion ce qui se passe. Et l'opinion retient une chose, comme dans notre coin. Nous qui comprenons un peu les choses, quand on voit les gens dans des discussions comme ça, on entend des discussions pour dire que voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, c'est ça, et les gens auront une compréhension par rapport à ce qu'ils voient. C'est comme ça que vous détruisez votre carrière politique. En faisant des choix comme ça, sans pour autant se référer à des gens qui vous ont mis à cette place, qui vous ont soutenu. C'est ça le point de départ, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave avec nos politiciens. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qui est grave, ce qui est plus grave que d'autres. Ils ont commencé l'ère politique basée sur les dénigrements, la mépris, les abnégations, les fausses informations. Ça ne passe pas. Parce que quand vous m'expliquez que la corruption, l'auteur chez Tshisekedi, le détournement, l'auteur chez Tshisekedi, la guerre, l'auteur chez Tshisekedi, mais je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas parce que je suis intellectuel. Je sais que avant Tshisekedi, il y avait la corruption. Avant Tshisekedi, il y avait les détournements. Avant Tshisekedi, il y en avait tout. Et qu'il est venu, il est là, en train d'essayer de trouver un moyen pour juguler la situation, les phénomènes, les événements. Et vous venez dire que c'est lui l'auteur de tout ce qui s'est passé. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est la cause. Non, il n'est pas la cause. Il est là face aux situations et il est là pour trouver des solutions. Alors on pourra se dire que quelles sont les stratégies qu'il a mises en place, quelles sont les méthodes qu'il a mises en place pour se trouver à maîtriser cette situation ou se trouver à l'éradiquer. Il a mis l'IGF en place. Celle qu'on avait condamnée à ne pas fonctionner dans le régime passé. Lui, il l'a activé. Il a fait du changement dans la justice, c'est ce qu'on appelle parfois par les autres, c'est encore une autre allégation, c'est ce qu'on appelle violation de la Constitution, patati patata, faire une justice à sa guise. C'est trouver une solution parce que la justice ne va pas. Alors il faut changer les gens. Maintenant, il faut se poser la question, en changeant la justice, c'était une bonne décision? C'était-il suffisant? Ça suffisait qu'à ça pour résoudre des problèmes? Ça, c'est une autre question à se poser. Ça, c'est autre chose qu'on devra décider, qu'on devra discuter sur les stratégies. C'est comment faire pour mettre fin au détournement, mettre fin au... Ça, c'est une décision qu'on pourra dire. Mais il ne faut pas venir avec des allégations. C'est lui qui a le terme. Parce que quelqu'un ne pourra jamais m'expliquer pourra me donner des preuves que c'est Tshisekedi qui détourne l'argent de l'État. Personne. Je ne sais pas s'il le fait. Moi, je ne sais pas. Mais personne ne pourra au moins avoir les preuves que c'est lui qui détourne l'argent de l'État parce qu'il n'en aura pas d'épreuves. Parce que quand on m'explique aujourd'hui que la guerre à l'Est, c'est Tshisekedi qui est à l'origine, ça ne passe pas aussi. Les M23, c'est Tshisekedi, ça ne passe pas parce qu'on connaît la chronologie des histoires. Nous savons là où la guerre est partie et jusqu'au moment où elle est arrivée, jusqu'au moment où nous parlons. Nous le savons. Nous savons qui a mené la guerre. Qui a mené la guerre dans ces pays? Et qui les a amenés jusqu'à l'endroit où nous le vivons aujourd'hui?
Et une petite histoire. En 2003, et déjà en 2002, je crois, Kabila décide de coaliser, de négocier avec les groupes rebelles, qu'on appelait des groupes rebelles, que Kabila, le père, jugeait que c'était des Rwandais, des Ougandais qui occupaient notre pays. Kabila, le père, avait refusé de faire cette coalition, de faire cet dialogue. Parce que pour lui, ce n'était pas des rebelles, mais plutôt des Rwandais qui avaient occupé notre territoire. Et il disait chaque fois. Mais Kabila, le fils, a décidé de faire cette coalition. Cette coalition, et puis tout ce qu'on a vécu après. Mais c'est juste après quelques temps. C'est juste après quelques temps qu'on a vécu dans ce pays la naissance des CNDP. C'était pas très loin. En 2004-2003, déjà, ça n'allait pas bien. Et on fait une autre coalition. On coopère, on dialogue, on s'associe encore au CNDP. Mais c'était pas fini. Parce qu'après encore, il y a eu un 23. Un 23 qui réclamait les accords des CNDP. Et il y a eu encore dialogue en 2013. Ce qui veut dire que les M23 n'étaient pas finis, comme les gens le pensaient. Ils étaient encore là. Parce que les gens racontent la fameuse histoire où Tshisekedi aurait discuté, aurait logé le M23 ici pendant 14 mois. C'est qu'ils n'étaient pas déjà partis. Parce que si vous parlez que Tshisekedi avait logé les M23 ici, c'est qu'il n'a jamais en fini avec les M23. Ils étaient là. C'est qu'ils revendiquaient quelque chose. Bon, après avoir réussi qu'un désaccord, ils sont rentrés là-bas pour causer ce qu'ils ont causé, pour faire ce qu'il faut au moment actuel. Les gens ne sont pas bêtes, ils voient les choses. Vous comprenez? C'est ça l'histoire qu'on ne peut pas effacer. Et c'est ça qui a fait au fil du temps que raconter les mensonges qu'on n'a pas appris la suite des preuves, tout ça mène à la malhonnêteté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle les gens, parce que les politiciens pensent qu'ils sont en l'air. Mais nous vivons avec la population. On essaie de parler, on essaie de discuter avec la population pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de la politique. En face d'eux, ils voient des aventuriers, des gens qui ne sont pas sérieux, des gens qui ne respectent pas leurs paroles, des gens qui disent des choses qui ne maîtrisent pas, des gens qui disent des choses pour juste nuire. Et pas pour apporter des solutions à des problèmes qui leur préoccupent. C'est ça les problèmes. C'est ça les malheurs même de notre pays. Alors les gens pourront dire ce qu'ils voulaient dire, mais déjà le départ, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle à la population, ils disent, moi je m'en fous, je prends juste la carte d'électeur pour les substituer à la carte d'identité. Rien du tout. Pourquoi? Parce que il y a eu une grande majorité des gens qui ne veulent plus aller voter juste parce que les politiciens, dans l'ensemble, pour eux, sont des aventuriers. Sont des gens qu'il ne faut pas croire. Alors, il faut trouver la vie d'une autre manière. Et des autres qui pensent que l'opposition, aujourd'hui, ne propose rien sur le terrain. L'opposition est dans les critiques, tout simplement. Ils sont dans les allégations, dans les accusations faciles, dans les choses qui sont très malhonnêtes. Alors, face à des réalisations qui sont discutables, hein, des réalisations, les constructions des écoles, des routes, des hôpitaux, et puis patati patata, que Félix Tshisekedi a pu réaliser parce que c'est réel.
Les gens se disent peut-être, bon, essayons, donnons-nous une deuxième chance. On verra après. On verra ce qui va se passer après. Mais au moins, donnons-nous au moins une deuxième chance. Mais ce qui est encore très malhonnête, c'est quoi? Ce que la classe politique, dans tout son ensemble, quand il était dans l'opposition, tous ont décidé, pardon, je pourrais dire tous, bon, ça passe déjà. Tous ont décidé que dès qu'ils seront au pouvoir, ils mettront en application la gratuité de l'enseignement. C'était ça la question. J'ai suivi Bemba en 2006, il avait proposé cela. J'ai suivi Tshisekedi en 2011, il avait proposé cela. J'ai suivi Bemba, j'ai suivi les opposants en 2018, ils proposaient cela. Fayoul avait dit qu'il quand il sera président, il mettra en application la loi de la gratuité de l'enseignement. Mais on arrive, malgré les difficultés du pays, malgré tous les problèmes financiers, malgré tous les déficits, les problèmes des déficits budgétaires qui existent dans ces pays, on décide au moins de mettre la gratuité d'enseignement parce que c'est un article de la Constitution qui dit que la gratuité d'enseignement doit être obligatoire. Et on l'exécute, on le met en marche. Et après, on discute de comment est-ce qu'elle va fonctionner. Parce que c'est obligatoire. Et c'est la classe politique qui font des politiques pour critiquer seulement, qui viennent dire oh non, il fallait attendre, il ne fallait pas le faire, il ne fallait pas. Vous voyez, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors cette gratuité de l'enseignement a au moins soulagé beaucoup de parents. D'une manière financière, déjà. Et aujourd'hui, ça a donné les résultats aux élections que ça a donné. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler du processus électoral elle-même. Je vais parler de la politique, de la classe politique, de ce qui se passe dans la classe politique. Donc ce qui est réel, c'est quoi? C'est prendre des sujets, mettre sur table, discuter des solutions. Qu'est-ce qu'on envisage sur peut-être le chômage? Qu'est-ce qu'on envisage sur l'inflation? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que raconter aussi que le chômage, c'est le problème de Tshisekedi, c'est encore une autre bêtise. Parce que l'inflation n'a pas commencé avec Tshisekedi. Déjà, Mobutu, on vivait déjà l'inflation. On arrivait avec Kabila. Kabila est arrivé au pouvoir. 10 dollars étaient 230 francs. Il a laissé à 16 700. C'est qu'on a pu vivre cette inflation jusqu'à son départ. Les gens savent ça. Ils ne sont pas amnésiques. Ils veulent quelqu'un qui leur parle d'une manière sincère. Quelqu'un qui ne parle pas pour nuire, mais quelqu'un qui parle pour trouver des solutions. Et ça a donné les résultats qu'on voit aujourd'hui. Ça ne sert à rien de créer des désordres, de créer encore des troubles, pour créer encore plus de problèmes qu'on en a déjà. Il faut changer la manière de faire la politique. C'est tout simplement. Il faut changer la manière de faire de la politique. C'est ce que je voulais dire ce matin. C'est ça les messages que je voulais dire ce matin après les élections l'élection présidentielle qui s'est achevée hier. Parce qu'on attend la Cour constitutionnelle, le travail de la CENI est déjà terminé pour le présidentiel. Merci pour tout. Merci pour tous qui m'ont suivi. De partout où vous êtes, je vous dis merci. Les autres pourraient ne pas être d'accord avec moi, mais j'ai donné mon point de vue. Donner mon point de vue sur la situation. J'ai pu parler de cette manière parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à développer, mais tellement le réseau l'Internet, vous le savez, bon, il faut le temps pour que le champ aussi ait le temps de suivre et puis le temps pour le mettre partager dans les réseaux sociaux, vous voyez, c'est un travail qu'il faut limiter les temps pour
essayer d'exploiter. Mais merci pour tout, merci pour tous qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui, au moins, aura donné considération à ce que j'ai dit. Merci.